j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Winter dans les échanges, puisqu'il vient souvent dans l'écosystème strasbourgeois, puisqu'il en fait partie, il est strasbourgeois à la base, mais il s'est exilé il y a une dizaine d'années aux États-Unis pour monter des startups, alors pas dans la santé. Et voilà, le fait qu'on soit connecté a fait qu'on discutait récemment et il travaille maintenant sur un projet de santé assez impressionnant dont il m'a parlé et j'ai voulu l'inviter au Hacking Camp pour qu'il puisse partager son expérience d'entrepreneur à succès, puisque c'est quand même un beau parcours chez Techstars et aux États-Unis, et puis sa vision aussi de la santé et comment ce marché s'articule aux États-Unis, ce qui est assez différent de la France. Merci d'accueillir Alexandre Winter. Alexandre, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Content d'être un petit peu en contact avec le pays, avec l'Alsace. Ça te manque? Bah ouais, ça doit être un peu dur de voyager, donc surtout aux États-Unis, mais ouais. Alors, comment ça se passe aux États-Unis, là, le coronavirus? Bon, nous on est encore. Enfin, c'était une réaction un peu globalement très très différente en fonction des États, des villes. Il y a vraiment eu un peu de tout dans le pays. Là, à New York, on est on n'est pas très strictement confiné par rapport aux règles, mais les gens sont très disciplinés, font vraiment très attention. Donc en fait, on se confine plus que ce que les autorités nous demandent. Mais bon, voilà, on sent quand même que là, ça se relâche un peu. Il fait beau, les gens sortent, Ouais. et voilà quoi. Donc, Alors, on peux-tu espère nous quand même parler voir un un petit peu peu mieux. de toi, un peu de ton parcours, avant d'aborder le sujet de Norbert Health, qui est ta nouvelle start-up? Ouais, ouais, bien sûr. Ben, donc, je suis né en Alsace. Alors, pas tout à fait à Strasbourg, un petit peu à la campagne à côté. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études au lycée, etc. Après, je suis parti en école d'ingénieur. Bon, je l'ai fait courte, j'ai fini par me passionner pour le traitement d'image et l'intelligence artificielle. Bon, mais c'était il y a longtemps, hein. C'était fin des années 90. J'ai fait une thèse dans le domaine et j'ai assez rapidement essayé. Bon, j'ai essayé de bosser dans des grosses boîtes et je me suis assez rapidement rendu compte que les startups c'était pour moi en fait. Donc j'ai monté ma première boîte en tout début 2000 en tant que spin-out de l'INRIA. Donc, on était un petit groupe qui faisait de la recherche en traitement d'image là-bas. Et donc, ça, c'était le début d'une grande aventure où, en fait, maintenant, je sais faire que ça, hein. Donc, c'est mon, c'est à chaque fois que je monte une boîte et que je ressors, je me pose la question, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'essaye des choses et puis je me retrouve toujours à remonter les boîtes. Donc voilà. Donc, en gros, j'ai monté une boîte en France, la première. On est parti faire du business beaucoup aux États-Unis. On a revendu cette boîte. Moi, je suis resté aux États-Unis. J'ai remonté une boîte à partir des États-Unis. Donc ça, c'était ma boîte précédente qui s'appelait PlaceMeter. Cette boîte a été rachetée par Arlo, par Netgear, donc pour les caméras de sécurité Arlo. Arlo, c'est un énorme succès commercial, hein. Un projet qui a démarré en 2013 et en 2016, ça faisait 500 millions de chiffres d'affaires par an en vente vraiment de caméras de sécurité pour les maisons. Donc c'est un énorme succès commercial. Donc la personne qui a racheté ma boîte et qui a démarré Arlo, c'est en fait aujourd'hui mon partenaire dans Norbert. Donc on s'est mis ensemble pour démarrer cette nouvelle aventure. Alors, du coup, le marché de la santé, c'est un marché que tu connaissais pas. Tu te lances là-dedans. C'est quoi Norbert Health et comment ça se passe le marché de la santé aux États-Unis? Alors, nous, je dirais on est quelque part au croisement entre le marché de la santé et l'électronique grand public. D'accord. On pense qu'on fabrique un appareil qui va ressembler à peu près à ça, hein. Ça, c'était notre premier prototype. Il est assez gros, l'appareil final sera beaucoup plus petit. C'est un appareil qui fait de la mesure des mesures physiologiques en fait sans contact, qui est au départ vraiment orienté vers la surveillance de la santé des personnes âgées qui vivent seules à domicile en fait. Donc les problématiques qu'on rencontre dans ces environnements-là, bon, c'est les chutes, hein, qui ont des plus gros problèmes, mais c'est aussi tout un tas de types de variations de déclin de la santé, de maladies chroniques, de maladies simplement la grippe, le Covid évidemment aujourd'hui. Donc en fait, notre appareil va prendre des mesures physiologiques assez simples, rythme cardiaque, rythme de respiration, température, et puis la variabilité de ces mesures-là, de manière très régulière pendant la journée, parce qu'il est complètement passif. En fait, vous le mettez sur une étagère dans un coin, et dès que vous passez à moins de 3 mètres de l'appareil, il va pouvoir mesurer ces mesures-là.
Donc sur une journée, on va avoir peut-être une dizaine, douzaine de points de mesure. Et donc on va pouvoir suivre assez précisément l'évolution de ces mesures-là et détecter les signes avant-coureurs de problèmes en fait. Donc c'est vraiment un appareil qui est destiné à lancer les alertes et à envoyer un personnel médical au moment où on pense qu'il y a quelque chose qui commence à se passer. Donc alors c'est un marché qui est aujourd'hui vraiment dominé par les appareils, les wearables. Donc je vais faire pas mal d'anglicisme parce que je suis un peu, je suis un peu flemmard. La communauté est un peu habituée quand même, oui. Donc voilà, ouais. Donc c'est beaucoup les wearables. Mais en fait, les wearables, c'est adapté à un certain type de population. Mais ça marche pas du tout dans le cas des personnes âgées, par exemple. Ouais. En fait, l'appareil qu'on porte, en fait, c'est uniquement une contrainte parce que les données qui sont produites par l'appareil ne sont pas utilisées par la personne âgée, elles sont utilisées par le caregiver, donc le soignant ou la famille. Donc c'est uniquement une contrainte. Donc au final, les personnes âgées ne les portent pas du tout. Ils les mettent pendant un mois, puis il y a un taux de churn qui est énorme. C'est à peu près 2/3 des gens qui achètent ces appareils qui ne les mettent plus au bout de 3 mois. Donc, mais il y a un vrai besoin. Donc, c'est un marché sur lequel le taux de pénétration est très bas. Il n'y a que 5% de taux de pénétration. Donc, les personnes âgées qui ont besoin de surveillance à la maison, il n'y en a que 5% qui ont des appareils pour faire ça, parce qu'il y a un problème de l'appareil lui-même qui n'a pas le form factor adapté. Donc, avec ce qu'on est en train de construire, qui est vraiment un truc hyper facile à mettre en place. Donc, en gros, tu le branches, tu l'allumes, et il n'y a rien d'autre à faire. Set it, forget it, et ça fonctionne. Donc on pense qu'avec un produit comme ça, on va pouvoir augmenter le taux de pénétration et rendre un vrai service. Mais technologiquement, comment ça marche? Parce que tu peux pas surveiller un appartement entier simplement avec un petit appareil. C'est quoi? C'est du radar? C'est de la caméra? Je sais pas. C'est infrarouge? Comment ça fonctionne? C'est une combinaison en fait de capteurs. Donc il y a deux modes de l'appareil. Il y a un mode où quand on est près de l'appareil à moins de 3 mètres. Là, il y a trois capteurs qui vont fonctionner. Il y a l'infrarouge, la caméra et un radar millimétrique. Donc le radar millimétrique permet de mesurer les mouvements en fait, de la cage thoracique et du cœur. Donc en fait, on a une analyse assez précise de l'activité physique du cœur et de la cage thoracique. Donc on peut avoir une première manière de mesurer l'activité cardiaque et respiratoire. Ensuite, avec la caméra, on peut mesurer, c'est un plethysmographe en fait, on peut mesurer la présence ou l'absence de sang dans les vaisseaux. Donc ça marche en regardant vraiment un point précis sur le visage, en traquant le visage, en regardant un point précis. Il y a des variations d'amplitude très fines dans la caméra qui en fait sont liées à la présence ou l'absence de sang dans les vaisseaux. Donc avec ça, on a un profil de l'activité vasculaire. Donc en combinant les deux, on arrive à avoir un rythme cardiaque et une variabilité de rythme cardiaque qui sont assez précises. Et pareil pour le rythme de respiration. Donc il y a ça, puis la température, c'est évidemment avec un capteur infrarouge combiné avec un capteur visuel. Donc on arrive à en gros repérer un point sur le visage qui est en général là ou alors sur les tempes, où on connaît à peu près le facteur d'émissivité. Donc en mesurant la température de surface, on peut avoir une bonne estimation de la température interne. Excellent. Ensuite, il y a un autre capteur, donc un capteur qui lui traverse les murs. En fait, c'est un peu comme des ondes Wi-Fi. Mais en fait, on ne les utilise pas pour transmettre de la vidéo, on les utilise plutôt pour mesurer en gros où est-ce qu'elle se réverbère en fait. Donc les ondes Wi-Fi, en gros, vont se réverbérer contre tout ce qui contient de l'eau ou du métal. Donc le corps humain, c'est beaucoup d'eau, hein, donc ça reflète pas mal les ondes Wi-Fi. Donc en gros, en envoyant une onde, en voyant quand elle revient, en regardant la phase, la distance, etc., on arrive à construire une espèce d'image 3D de ce qui reflète les ondes radar. Donc parmi ça, il y a évidemment la structure de la maison, mais ça c'est facile à effacer parce que c'est complètement statique, ça bouge pas. Donc tout ce qui bouge et qui reflète les ondes radar, c'est des choses vivantes, donc les animaux, les êtres humains. Et avec ça, on arrive à détecter à distance, dans tout l'appartement, la position, le mouvement, détecter les chutes évidemment, et le rythme de respiration en fait, parce que les mouvements de la cage thoracique sont suffisamment importants pour qu'on puisse les détecter comme ça. Et du coup, ça demande à se collecter beaucoup de données, des données personnelles. Comment ça se passe sur le marché de la santé américain pour utiliser ce type de dispositif? Et est-ce que les réglementations sont... il y a aussi des contraintes ou est-ce que c'est open bar? Comment ça se passe? Ouais, non, il y a beaucoup de contraintes. Hein. Faut être, donc il y a toutes les contraintes, enfin les normes IPA.
Donc, pour travailler avec des professionnels de santé, il faut être HIPAA compliant. Le HIPAA compliant, en fait, c'est surtout relié au cloud, en fait. Hein. Donc, l'essentiel des clouds ont des moyens d'être HIPAA compliant. Mais quand on choisit un partenaire cloud, le HIPAA compliant, en fait, ça se matérialise par le fait que votre cloud provider va signer un espèce de contrat qui garantit qu'ils sont HIPAA compliant. Et en fait, tous les providers de cloud ne sont pas ne sont pas au même niveau de si tu veux ils sont pas tous prêts à signer ces contrats-là en fait. Ça crée des contraintes en fait. Donc là, c'est assez marrant parce que donc on discute pas mal avec des groupes d'hôpitaux, Mount Sinai, Cedar Sinai. En fait, chaque groupe d'hôpitaux a un cloud provider et c'est jamais le même. Donc, par exemple, Mount Sinai refuse de bosser avec Google. Cedar Sinai refuse de bosser avec Amazon. Donc bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il va falloir qu'on crée une structure où en fait, c'est surtout la partie stockage des données qui compte. Donc, on va avoir tout le processing des données dans un même cloud. Bon, l'essentiel des données est quand même traité sur l'appareil, mais on est quand même obligé d'en récupérer dans le cloud. Et puis après, on va dispatcher sur différents clouds pour les problèmes de compliance HIPAA. Donc, c'est un peu compliqué, ouais. Et c'est quoi le rapport culturel des Américains avec la donnée de santé? Est-ce qu'il y a une méfiance? Tu disais que là, il y a des groupes qui disent non, je veux pas travailler avec Google, non, je veux pas travailler avec Amazon. Et de manière générale, comment ça se passe, cette culture de la donnée? Oh bah écoute, je dirais que on commence. Enfin, c'est un pays en fait qui est sous certains aspects très très libéral et avec très peu de contraintes. Et par contre, sur d'autres domaines comme la santé, il y a, je pense, beaucoup plus de contraintes qu'en France, en Europe en général. Donc c'est hyper régulé. En fait, c'est compliqué et régulé, mais c'est toujours explicable si tu veux. Donc si tu suis le manuel est gros comme ça, mais tu suis le manuel et tu arrives à t'en sortir. Ouais. Mais nous, par exemple, on est en train de commencer le processus de FDA approval pour notre appareil parce qu'on va sortir des données médicales. Donc, comme le rythme cardiaque, c'est pas considéré comme une donnée médicale, mais la variabilité du rythme cardiaque, la température, le rythme de respiration, tout ça, c'est des données médicales. Donc, on commence le dossier FDA en fait. Alors c'est hyper compliqué, mais c'est pas si impossible à faire en fait. Hein. Donc on avait un petit peu peur de ça au départ. Maintenant qu'on a le nez dedans, on se rend compte que bon voilà, c'est un process qui est probablement inutilement complexe, mais qui est relativement déterministe en fait. Donc ça coûte de l'argent hein. Pour notre appareil, ça va coûter quelque chose comme 250 000 à 300 000 $. Tout le process, donc ça rajoute quand même pas mal dans les dépenses d'une petite start-up, hein, mais bon voilà, il faut le faire. Et puis en fait, une fois qu'on l'a fait, on a vraiment un avantage compétitif par rapport à d'autres sociétés. Là, je me rends compte que je réponds pas à ta question sur les données elles-mêmes. Sur les données elles-mêmes, on a commencé à regarder récemment. Il y a toute une série de startups qui commencent à adresser le problème du stockage, de l'encryption de la donnée. Pour ensuite rendre la donnée accessible à différents acteurs du monde de la santé, donc les payeurs, les assurances, les providers et les individus. Et donc on va certainement utiliser un système comme ça en fait. Hein. Il y a 4 ou 5 startups sur le marché qui se sont lancées assez récemment. D'accord. Enfin, dans les 18 mois qui précèdent. Parce que ça risque d'être un impact aussi pour votre marché. Le marché, c'est les maisons de retraite, c'est les particuliers, c'est des entreprises. Ouais, alors donc comme tu le sais, il y a le monde avant le Covid et le monde après le Covid. Ouais. Donc le monde avant le Covid, on était vraiment focalisé sur le marché des personnes âgées, donc qui est un assez gros marché. Hein, c'est un marché. Donc le marché des petits appareils que tu portes autour du cou pour t'appuies sur le bouton s'il y a un problème, ça fait 3,5 milliards de dollars aux US, donc c'est assez important. C'est un marché qui est hyper bien défini, qui est assez facile à adresser parce que c'est pas très sexy, il n'y a pas beaucoup de fabricants d'électronique qui s'y intéressent, donc c'est assez intéressant comme marché. Donc au début c'était vraiment ça notre focus et c'était vraiment en mode direct to consumer. On allait vendre directement aux familles des personnes âgées qui vont utiliser cet appareil, quoi. Alors, après le Covid, on se rend compte qu'il y a une énorme traction aujourd'hui, une énorme demande sur les applications de mesure de la santé des gens qui retournent au travail, en fait. Hein. Donc alors, là, je ne sais pas du tout comment c'est en France en ce moment, mais aux États-Unis, il y a eu des guidelines de la CDC, donc c'est l'organisme qui s'occupe des maladies infectieuses et des épidémies, qui maintenant stipule certaines règles assez claires. Donc il faut mesurer la température des gens à l'entrée et à la sortie du bureau. Ouais. Il faut avoir un nombre, on n'a pas le droit d'avoir plus que tant et tant de personnes dans les toilettes en fonction de la surface.
Pareil pour le nombre de personnes qui ont droit d'être dans l'espace de bureaux par rapport à cette surface. Enfin, il y a tout un tas de règles qui sont sorties et donc toutes les entreprises des États-Unis sont en train de s'équiper, de chercher des solutions pour implémenter ces règles. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc nous, on est en train de déployer des prototypes et on a un pilote là qui se déploie dans un coworking space à Brooklyn où en fait on implémente ces règles-là. Donc mesure de la température à l'entrée de la sortie, détection de tout. En fait, on a un micro sur l'appareil qui détecte les tout, qui est capable de faire la différence entre les tout sèches, les tout grasses, et donc qui va mesurer certains signes qui sont potentiellement des symptômes d'infection, quoi. Ça a un impact donc pour la possibilité pour ces entreprises de réouvrir leurs bureaux, mais ça a aussi un impact sur le marketing. En fait, les gens vont retourner au bureau s'ils savent que la santé est contrôlée et que s'il y a quelqu'un qui est malade dans le bureau, on va le renvoyer chez lui, quoi. Ouais. En fait, c'est surtout ça qui motive des gens comme Uber. Du coup, c'est un nouveau marché que vous n'aviez pas prévu d'adresser. Est-ce que ça change la roadmap ? Alors, on a complètement changé notre roadmap en sens qu'on essaye vraiment de sortir un produit beaucoup plus rapidement. Au début, on avait prévu de sortir le produit au deuxième trimestre de 2021, parce que bon, comme c'est un produit consumer, en gros, bon, ça met quand même pas mal de temps à construire, à designer, à valider, etc. Donc là, on a changé la stratégie et on va sortir un produit plus pour les entreprises à la fin de cette année, en fait. D'accord. Au dernier trimestre de cette année. Donc là, on bosse pas mal, hein, on dort pas beaucoup en ce moment parce qu'il y a quand même pas mal de boulot là. Et alors moi j'ai fait que du logiciel toute ma vie. Et là, c'est la première fois que je fais vraiment du matériel, ouais, du hardware. Bon, c'est des contraintes qui sont pas les mêmes. Et c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est des cycles de développement qui sont pas du tout les mêmes. Tu peux pas te tromper au départ parce qu'une fois que tu as fait ton moule, tu peux pas le changer. Ouais, contrairement à ton logiciel, quand tu est déployé sur le cloud, tu peux le changer toutes les 2 minutes. Voilà. Donc ouais, on est là-dedans. Alors j'ai la chance d'avoir un associé, Pat, donc qui a de l'expérience d'avoir monté Arlo. Donc Arlo, ils ont fabriqué 12 millions de caméras en 4 ans. Donc il a la connaissance et les connexions pour fabriquer un appareil comme ça à l'échelle. Ouais. Mais voilà, donc ouais, c'était passionnant. On a vu en quelques semaines le monde changer et un besoin énorme, gigantesque se créer. C'est certainement un besoin qui va rester. Alors justement, avec ton expérience d'entrepreneur, justement un peu de hacker comme ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ces entrepreneurs qui sont là au Hacking F Camp ? Là, il y a 23 projets qui travaillent sur différents sujets. Comment on adresse un marché ? C'est quoi les bons conseils ? Alors, marché français ou marché américain, puis après on reviendra sur la question de comment on passe d'un pays à un autre. Mais c'est quoi les premiers conseils que tu donnerais ? Écoute, alors c'est marrant parce que donc moi à mes heures perdues, je bosse avec quelques VC à Paris et je bosse avec Serena, je suis venture partner là-bas, donc j'aide les boîtes du portefeuille à venir aux États-Unis et à voir si c'est le bon moment d'y aller ou pas. En gros, soit tu démarres au tout début, vraiment avant de commencer à construire ton équipe, de lever de l'argent, et tu vas rapidement aux États-Unis pour construire vraiment ta boîte dès le départ ici. Soit si tu fais pas ça, il faut y aller le plus tard possible. Il faut y aller quand t'as pas le choix, tu vois, quand t'es vraiment ingérable tellement t'as de demandes et de clients en bas, quoi. Parce que l'erreur, à mon avis, ça c'est mon avis, hein, mais l'erreur qu'il faut pas commettre, c'est après ta série A, t'as levé 5 millions, 6 millions, t'es content, tu te dis bon bah c'est le moment, on va aux États-Unis, c'est là qu'on va faire fortune, mais t'as pas encore complètement poliché ton produit, t'as pas encore complètement levé tous les points d'interrogation sur ton business model, sur tes clients, sur ton go-to-market, et tu te dis bon bah c'est un peu dur en France, je vais essayer les US parce que c'est l'Eldorado, mais en fait là c'est en général ça se passe pas bien quand tu fais ça. Et c'est souvent le moment où les entrepreneurs ont envie de tenter, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas le bon moment pour toi. Ouais. Selon toi. Ouais, avec ma première boîte, on a fait les deux. Si tu veux, on a levé, donc c'était en 2000, on a levé pas mal d'argent et on a immédiatement ouvert un bureau en Californie. Ouais. On a dépensé un fric incroyable.
parce que nos VC voulaient qu'on le fasse en fait. Hein. Bon, c'était un autre monde en 2000, hein, mais on a fermé ce bureau après à peu près 6 mois parce que c'était complètement inutile. Et ensuite, on n'a pas réouvert de bureau jusqu'à ce qu'on ait 3 clients et qu'on ait 60% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Ouais. Là, on a rouvert un bureau parce que là, ça devenait impossible de prendre l'avion toutes les semaines pour faire le support. Et là, on a ouvert un bureau et là, on a vraiment le bureau était complètement autofinancé, tu vois. Et comment on fait quand on est jeune entrepreneur justement pour aller chercher de l'argent, pour prouver que sa solution c'est la bonne et que c'est celle qu'il faut acheter? Quand toi tu as démarré, c'est quoi les barrières que tu as rencontrées? Écoute, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas de recette magique. Hein. Chaque cas est tellement différent. Ouais. Il y a quelques trucs quand même à savoir qu'il faut. Où je vois souvent des entrepreneurs qui commettent quelques erreurs facilement évitables. C'est les VC, c'est vraiment un marché. Ils se parlent beaucoup. Que ce soit les investisseurs, les angels. Les angels un peu moins, mais les VC se connaissent, se parlent beaucoup. C'est vraiment un marché. Donc quand tu commences à aller pitcher des VC, faut partir du fait que tout le monde le sait, d'accord. Et il faut créer une image sur le marché qui est pas du tout. Il faut toujours équilibrer entre si tu veux, le pitch un peu agressif et le fait d'être un petit peu aussi dur à attraper, quoi. Il faut savoir, c'est que l'investisseur va pas investir dans une boîte dans laquelle c'est facile d'investir. C'est un métier qui est hyper compétitif et ils sont habitués à se battre les uns contre les autres pour les bons deals. Donc, s'il y a un moment il y a une start-up qui va lever de l'argent et que c'est trop facile, ça va pas se faire. Tu vois? Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Je caricature un petit peu, hein, parce que c'est pas toujours comme ça. Ouais. Mais il faut garder ça en tête. Hein. Les investisseurs, c'est des gens qui investissent de l'argent pour d'autres personnes qui sont responsables de cet argent-là. Et du coup, l'effet du groupe est hyper important. C'est-à-dire que si tel VC hyper renommé est intéressé par ce deal et que moi j'arrive à rentrer dedans, bah je win. Tu vois? Là où, tu vois, si je vois une startup qui a l'air hyper bien, hyper prometteuse, mais bon, personne s'y intéresse, même si je suis persuadé en tant qu'investisseur que c'est une bonne boîte, ça va me dissuader de mettre de l'argent dedans, tu vois. Donc ça, c'est plus important que même des paramètres de traction, de clients qui signent des contrats parce que la solution est bien. Comment tu justifies justement le fait de devenir la startup à avoir? Bah écoute, c'est là qu'il y a différentes manières d'y arriver, quoi. Hein. Ouais. Moi, ma dernière boîte, là, on a levé, on n'avait pas de deck en fait. On a eu une term sheet, on n'avait même pas de slide en fait. On a réussi à construire la demande avant d'aller sur le marché. Au moment où on allait commencer à lever, il y a un VC qui nous a dit bon, voilà ma term sheet. Ensuite, on a une autre qui est arrivée et ça s'est passé hyper vite. Parce que, ouais, mais ça paraît facile comme ça, mais en fait, moi, ça faisait 2 ans, en gros, depuis la vente de ma boîte précédente, que je préparais le terrain, en fait, tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment préparer le terrain. C'est ça la clé du truc, c'est qu'il faut commencer à stratégiser pour sa levée 1 an avant, quoi. Il faut commencer à construire des relations informelles avec des VC, avec des boîtes du portefeuille de certains VC qui vous intéressent. Il faut vraiment construire ça en avance. Et ensuite, le moment où on se met à faire une vraie levée, comme tu disais, il faut réussir à être la boîte dans laquelle tout le monde va investir. Alors, soit c'est parce qu'il y a des métriques de dingue. Donc là, il faut vraiment choisir le moment où l'inflexion des métriques est le maximum, et pas forcément attendre trop longtemps que ça se calme un peu, que ça continue à monter, mais que la courbe soit moins jolie. Ouais. Ou alors utiliser tu vois, un pilote ou un gros client. Il y a toujours une notion de timing qui est hyper importante. Ouais. Tu vois, le moment où tu viens de signer ton client et que tu as une LOI, c'est un moment qui est bien mieux que le moment où tu commences à déployer et il commence à y avoir des problèmes. Tu vois, la nouvelle a beaucoup plus de valeur à ce moment-là. Nous, par exemple, sur le marché du return to work qu'on est en train d'adresser, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes des VC parce que c'est nouveau, c'est massif. Dans 6 mois, quand il y aura eu des boîtes qui seront plantées, qu'il y aura plus de feedback, ça sera un marché beaucoup plus mûr et ça sera beaucoup moins, si tu veux, un élément de motivation pour les VC, quoi. Ouais, d'accord. Le VC, il a peur de rater le bon deal. Ouais, c'est ce que disait Alors bon, moi je bosse pas avec des VC, donc je suis souvent de l'autre côté du bureau, hein, mais c'est vraiment ça. Si tu arrives à mettre un VC dans une situation là, ça va se passer. Bon bah écoute, merci beaucoup Alexandre de ta contribution et de tes conseils auprès des entrepreneurs.